de nous regarder en présentiel ou sur YouTube pour cette 4e séance consacrée à la sociologie des intellectuels et à l'œuvre donc de Louis Pinto. Je rappelle que la 5e et dernière séance dans 5 semaines consistera en un dialogue avec Louis Pinto qui viendra nous voir et avec lequel on s'entretiendra pendant 1h15, 1h30. Et vous pourrez bien sûr lui poser vos questions sur son travail concernant la sociologie des intellectuels, de la philosophie et des philosophes. Alors, après avoir passé les 2 séances précédentes à vous parler du livre « La vocation et le métier de philosophe », livre de 2007, un livre dont je pense qu'il a joué un rôle décisif dans la sociologie de la philosophie en France et des philosophes français, et qu'il est, avec la théorie souveraine, le livre de 2009, le livre le plus ambitieux de Louis Pinto. Je voudrais, avant notre dialogue avec le sociologue prévu le 25 janvier prochain, donc, consacrer la séance de ce soir à un livre d'ambition et de dimension apparemment plus modeste, mais qui illustre bien l'apport propre de la sociologie pour comprendre le monde intellectuel et philosophique contemporain. Ce livre, publié en 2009, s'appelle, et le titre est déjà à soi seul tout un programme, « Le café du commerce des penseurs ». Donc ce livre a été publié la même année que la théorie souveraine et que le collectif et l'individuel. Donc cette année-là, Louis Pinto a publié 3 livres. Et le café du commerce des penseurs, sous-titre « À propos de la doxa intellectuelle ». Le sous-titre retraduit, on le voit de façon plus technique, le titre « pétard », pour reprendre l'expression de Baudelaire, choisi par l'auteur. Café du commerce répond à doxa et penseur répond à intellectuel. Alors, il me faut pour commencer dire un mot de cette expression de doxa intellectuelle qui constitue le cœur de ce livre et qui semble, comme celle d'académisme d'avant-garde dont j'ai parlé lors de la dernière séance à propos du champ philosophique français, être une notion contradictoire et oxymorique, comme on dit. Il y a en effet, du moins en apparence, contradiction dans les termes lorsqu'on parle de doxa intellectuelle. En effet, la doxa, un mot grec qui signifie opinion ou croyance, semble être, depuis Platon, le fait de ceux qui ne sont précisément pas des intellectuels, qui ne pensent pas, qui ne réfléchissent pas, de ceux donc qui ont des représentations immédiates, spontanées, préconstruites, des prénotions, comme dirait Durkheim, ou des préjugés qui ne remettent pas en question. C'est ça la doxa. Dans une dissertation de philosophie, les élèves ou les étudiants apprennent qu'il faut toujours partir dans l'introduction de la doxa, de l'opinion commune la plus répandue sur la question, pour ensuite la remettre en question, l'interroger et la problématiser. Dès lors, pourquoi parler de doxa intellectuelle ? Le propre d'un intellectuel, en effet, et encore plus peut-être d'un penseur ou d'un philosophe, c'est d'avoir un rapport critique à la doxa et d'être capable d'un recul, d'une pensée personnelle par rapport à ce que tout le monde pense et qui semble s'imposer comme allant plus ou moins de soi, ce qu'on appelle l'opinion commune. L'intellectuel aurait donc un rapport par définition conflictuel à la doxa, assimilé au conformisme et à l'absence de pensée. Il est impensable de tenir pour vrai, sans examen, ce que la majorité des gens pensent sur une question donnée. Or, tout l'enjeu du livre de Pinto et de l'étude du champ intellectuel, et notamment philosophique, mais vous allez voir, pas seulement philosophique, qu'il propose, est de montrer qu'il existe bel et bien une doxa intellectuelle, c'est-à-dire un socle de croyances, un ensemble de représentations non remises en question, un cadre prédéfini, qui délimite en quelque sorte le pensable, cadre à l'intérieur duquel les penseurs, ou prétendus tels, vont exercer leur esprit critique, mais sans en sortir. La doxa intellectuelle, écrit Pinto,
Pinto, cet ensemble relativement systématique de mots, d'expressions, de slogans, de questions et de débats dont les évidences partagées délimitent le pensable et rendent possible la communication, est le produit collectif et anonyme des échanges qui tendent désormais à s'instaurer entre journalistes et intellectuels, ou, plus précisément, entre les plus intellectuels des journalistes et les plus journalistes des intellectuels, dans des lieux neutres, propices à l'atténuation des différences et au cumul des capitaux relativement hétérogènes. La doxa intellectuelle, Pinto insiste sur ce point dans l'introduction de son livre, doit être pensée comme un effet de la pression exercée par le champ journalistique et le champ médiatique en général sur le champ intellectuel. On voit qu'il s'agit pour le sociologue d'une problématique ancienne et d'un axe structurant de son travail et de sa pensée, puisque vous vous en souvenez, peut-être pour ceux qui étaient là lors de la première séance au mois de septembre, cette idée d'un brouillage des frontières, et en particulier dans les mécanismes de consécration entre les deux champs, entre la figure du journaliste et celle de l'intellectuel, était déjà l'un des thèmes de son premier livre sur le Nouvel Observateur au début des années 1980. Donc, je vous renvoie donc à la première séance, Louis Pinto, un itinéraire de la philosophie à la sociologie, qui est visionnable sur ma chaîne YouTube. Cette interpénétration entre champ intellectuel et champ journalistique favorise des effets de flou, de brouillage dans la définition de l'intellectuel. À l'époque de Sartre, mort en 1980, il n'y avait pas de doute sur ce qu'était un intellectuel. On pouvait le critiquer, l'attaquer même, mais personne ne contestait sérieusement à Sartre le titre d'intellectuel. Pour ses successeurs, nous dit Louis Pinto, c'est plus compliqué. C'est la raison pour laquelle le sociologue reprend à Durkheim le concept d'anomie, étymologiquement absence de loi, qui caractérise selon lui le champ intellectuel français contemporain. Qui serait le successeur de Sartre, demande-t-on périodiquement? Personne ou plusieurs? À l'époque de Sartre, tout le monde savait à quoi reconnaître un intellectuel et pouvait être associé à la définition tacite un nom propre, celui de Sartre. Auteur d'une œuvre importante et admirée, porteur d'une fonction civique critique, et c'est pourquoi non seulement ses rivaux, Merleau-Ponty, Camus, mais même ses adversaires, Raymond Aron, ne pouvaient éviter de prendre en compte sa position dominante. L'anomie ou impuissance à s'accorder sur les normes reflète les incertitudes d'un univers instable, livré à la concurrence entre des prétendants en nombre croissant et soumise à des classements de journalistes, d'essayistes ou de médiateurs culturels. Le seul mot d'essayisme ou d'essayiste illustre bien d'ailleurs à lui seul le flou et la porosité entre les univers du champ intellectuel et celui du journalisme, puisque par définition un essai peut aussi bien être l'œuvre d'un intellectuel que d'un journaliste. Par-delà les différences politiques liées aux différentes régions où elles s'expriment, la doxa intellectuelle se caractérise, nous dit le sociologue, par un élément central, la valorisation du nouveau par rapport à l'ancien. Ce trait est bien évidemment lié à l'imprégnation et à la pression du journalisme sur l'univers intellectuel dont je parlais auparavant, le journalisme étant par définition toujours en quête de nouveautés et de scoop, d'inédits. Il ne faut pas que le journal d'aujourd'hui ressemble à celui de la veille. Aujourd'hui, à l'heure des chaînes d'information en continu qui événementialisent tout, cette obsession de la nouveauté ne se vit plus d'un jour sur l'autre, mais même d'une minute à l'autre. Le vernis intellectuel, nous dit Pinto, du discours journalistique a pour corrélat l'introduction de la logique journalistique du scoop dans l'univers des idées. Il y a désormais des théories et des concepts qui montent ou qui baissent, des groupes sociaux ringards ou dans le vent. Donc il y a, comme on dit, des tendances. Refusant les grilles que les autres sont censés utiliser depuis des lustres, le marxisme, le structuralisme, les sciences humaines, etc., les penseurs du nouveau s'occupent résolument, entre les cours de fac et les salles de rédaction, de mutations, de défis, et apportant leur contribution au cycle de la mode, ils prophétisent des fins
des vieux dogmes et annonce les retours à la démocratie, au marché, à l'éthique. L'un des intérêts principaux du livre de Louis Pinto est de montrer que cette doxa intellectuelle, à qui on ne la fait pas, qui sacralise le nouveau et prétend renoncer aux vieilles lunes ou aux vieux schémas, s'étend à plusieurs régions qui s'étendent du pôle le plus conservateur, le plus à droite donc, vers le pôle apparemment le plus révolutionnaire d'une gauche intellectuelle radicalisée. La doxa est donc aussi bien conservatrice que progressiste, avec bien entendu des enjeux, comme nous allons le voir, différents en fonction du degré d'autonomie de la région concernée du champ par rapport au champ politique et encore plus par rapport au champ économique. Alors, pour s'orienter dans la doxa, comme il dit, Pinto prend pour indicateur méthodologique les revues intellectuelles généralistes. Du plus à droite au plus à gauche. On a Commentaires, Le Débat, revue qui a cessé de paraître en 2020, Esprit et la revue Multitude, peut-être un petit peu moins connue. Ces régions sont loin d'être séparées par des frontières étanches, dans la limite toutefois du probable social. Si un auteur peut écrire à la fois pour Commentaires et pour Le Débat, par exemple, il paraît bien plus improbable et même en fait rigoureusement impossible qu'il écrive pour Commentaires et pour Multitude. Bon. Alors, si on commence par la région de droite, on y trouve une population d'intellectuels organiques à mi-chemin du penseur et de l'expert d'entreprise, avec une autonomie très faible par rapport au champ économique et politique. Ils sont souvent conseillers des gouvernants, ils sont souvent membres des conseils d'administration de telle ou telle grande entreprise, et ces intellectuels se contentent en général de proposer finalement une représentation du monde social qui va être plus ou moins conforme aux attentes des dominants. Alors cette région, elle correspond à la revue Commentaires, revue fondée en 1978 par Raymond Aron, et elle va regrouper ces intellectuels organiques qui participent à des clubs de réflexion qui associent patrons et journalistes dans la lutte pour le bon sens, contre le terrorisme, toujours associé à la gauche extrême, et à ce qu'ils appellent l'intelligentsia, c'est-à-dire en fait les intellectuels plus autonomes et moins proches des pouvoirs. On peut ainsi penser à l'Institut Montaigne, l'un des think tanks de la droite libérale qui a été créé en 2000 par le chef d'entreprise Claude Bébéard, à l'époque patron d'AXA, je ne sais plus s'il l'est toujours, catholique et soutien financier de la Manif pour tous en 2013. Alors dans ce think tank conservateur de l'Institut Montaigne, vont se côtoyer des patrons comme Henri Lachmann, du groupe Schneider, des intellectuels comme Nicolas Bavrez, qui revendique sa filiation intellectuelle avec Aron, dont il est le biographe, Guy Carcassonne, Laurent Cohen-Tanouji, François Ewald, un ancien disciple de Michel Foucault, au Collège de France, donc passé par le gauchisme, Jean-Hervé Lorenzi ou encore Alain Gérard Slama. Alors, bon, tous les noms que je viens de citer concernent la période où le livre a été publié, donc 2009, et donc il faudrait actualiser, sans doute il y a eu un petit peu de changement dans les membres de l'Institut Montaigne aujourd'hui, mais au-delà de tel ou tel nom propre, ce qui compte, c'est bien la structure sociale dans sa permanence et le type de représentation du monde ou de mentalité, entre guillemets, qu'elle va induire. Alors, plusieurs de ces intellectuels vont se retrouver ailleurs dans un autre think tank de l'ex-UMP, donc aujourd'hui les Républicains, intitulé la Fondation pour l'innovation politique. La Fondapol, créée en 2004 et présidée depuis 2008 par le fameux Dominique Régnier, que vous avez sûrement déjà vu à la télévision ou entendu à la radio, qui donc, entre deux émissions de la quotidienne C'est dans l'air sur France 5 depuis 20 ans, trouve le temps d'enseigner à Sciences Po Paris, et où l'on voit d'ailleurs aussi en passant le lien entre les agents de cette région du champ et les écoles de pouvoir, au premier chef Sciences Po et la désormais ex-ENA. Et Dominique Régnier sera même en 2015 candidat d'une liste UMP-UDI aux élections régionales dans le sud de la France. Donc on voit bien que dans cette région, les frontières entre pensée, entre beaucoup de guillemets, et pouvoir sont, comme on le voit, extrêmement poreuses. Et cette proximité des intellectuels de cette région de la doxa
elle est illustrée par leur mode de pensée. Très souvent, ce sont des rapports, ce sont des études en direction des décideurs, politiques ou économiques, qui sont susceptibles, dans le cas des politiques, d'être convertis directement en texte de loi. Ce qui fait écrire à Pinto, leurs discours tenus dans le répertoire du rapport d'expert, la figure de l'expert, visent à énoncer les changements contemporains et l'avenir des sociétés. La critique des corporatismes, des acquis des salariés, débouche sur une exaltation de l'initiative, de l'individu, du risque. Je reparlerai de cette thématique du risque qui a apparu dans le débat public dans les années 1990, du dynamisme, de la mobilité, de ce qui est ouvert, global et pas national, hexagonal, étriqué, clos. Représenté par les revues Le Débat, donc revue qui a cessé de paraître en 2020, et aussi par la revue Esprit, légèrement plus à gauche, la région du centre, de centre-gauche, disons, on pourrait dire, se distingue de celle que nous avons vue avant de plusieurs façons, nous dit le sociologue. La région centrale l'est dans plusieurs sens. Idéologique, effet pluraliste de confrontation d'opinions différentes par opposition à l'unanimisme orthodoxe, social, diversité du recrutement, politique, nouvelle gauche ou droite de centre-gauche, on trouve plusieurs tendances, c'est moins monolithique, stratégique, densité, poids social des réseaux d'échange. Cette région est occupée par des intellectuels médiateurs qui se trouvent à l'intersection des champs intellectuels, politiques et même économiques. Ces individus à double ou triple face sont enclins à importer les intérêts de leur position spécifique dans le champ intellectuel. Journalistes intellectuels ou intellectuels médiatiques, porteurs d'un capital global qui est loin d'être un composant purement intellectuel, ils ont intérêt à une nouvelle définition de l'intellectuel contre les intellectuels à l'ancienne. Ces revues intellectuelles très perméables aux pressions du champ médiatique, aux transpositions des problèmes d'actualité et aux impositions de problématiques journalistiques, ces revues donc se caractérisent moins par une délimitation autonome de leur objet que finalement par la prétention plus ou moins avouée à offrir une vision élevée, intelligente sur ce que l'actualité est censée nous donner à penser. Les sujets dits d'actualité ont ainsi une part prépondérante dans les deux revues que je viens de citer. 60% pour Esprit, 73% pour Le Débat. Selon le sociologue, l'émergence de ces revues et le poids central qu'elles acquièrent dans les années 1980, 1980, c'est la date de création du Débat. Donc Esprit est une revue plus ancienne, qui a été fondée par le philosophe personnaliste Emmanuel Mounier en 1932, mais qui, nous dit Louis Pinto, a opéré une sorte de recentrage moderniste, c'est l'expression de Louis Pinto, sous l'égide d'Olivier Mongin en 1989. Donc, l'émergence de ces revues et le poids central qu'elles acquièrent dans les années 1980 doit être situé dans le cadre plus large d'une sorte de réaction conservatrice finalement qui s'est opérée après 1968. En effet, après une domination des thèmes anti-répressifs et contre-culturels associés au gauchisme, dans la séquence en gros 1970-1975, le lancement des nouveaux philosophes en 1976, j'avais évoqué ce point la dernière fois pour ceux qui étaient là ou qui ont vu la vidéo de la conférence sur YouTube. Donc le lancement des nouveaux philosophes en 1976 a contribué à discréditer les modèles antérieurs de l'intellectuel de gauche. À en croire Bernard-Henri Lévy, la révolution devenait un mythe, le socialisme était automatiquement un totalitarisme, l'engagement une folie criminelle, etc. Et l'émergence de cette gauche antitotalitaire était aidée par le contexte politique aussi avec l'élection en 1974 de Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing qui représentait une droite moderniste intelligente et donc associée à la jeunesse, donc à la nouveauté. Dans ce contexte, la remise en cause de tout ce qui va ressembler de près ou de loin au marxisme va devenir centrale. Louis Pinto écrit à ce sujet « La révolution conservatrice qui s'est accomplie dans le champ intellectuel a fourni un équivalent,
un renfort et une caution à la nouvelle doxa politique. Ce que les essayistes et les éditorialistes décrivent comme un retour au sujet, au sens et aux valeurs n'est pas une conversion collective de la population à de nouveaux dieux, mais un ensemble de stratégies convergentes et parfois concertées d'intellectuels ayant un intérêt commun à en finir avec des principes intellectuels confusément associés à mai 68. La notion de structure semblait concentrer le ressentiment accumulé contre le marxisme, contre les sciences de l'homme, contre le discours sociologique, on en reparlera, contre le discours sociologique sur les inégalités, contre les subversions déconstructionnistes, ce qu'on a appelé, le courant qu'on a appelé en philosophie de la déconstruction, lié, ça aussi j'en avais parlé dans la séance précédente, à Jacques Derrida. La création de la Fondation Saint-Simon en 1982, avec Pierre Rosanvallon, qui est un personnage dont on va reparler aussi, ainsi que la création de l'Institut Raymond Aron en 1984, va ainsi fédérer, parallèlement à des revues comme Le Débat ou Esprit, un certain nombre d'universitaires libéraux et d'intellectuels gravitant autour de la deuxième gauche de Michel Rocard à l'époque. Donc des gens comme Luc Ferry, comme Marcel Gauchet, comme Jacques Julliard, comme Pierre Nora, fondateur de la revue Le Débat, enfin cofondateur avec Marcel Gauchet, Philippe Reynaud, qui est également proche de la revue Commentaire, Alain Renaud, qui fut mon professeur de philosophie politique à l'université Paris 4 Sorbonne. Alors ça, c'était pour la région centrale. La dernière région de la doxa intellectuelle, si on veut encore une fois s'orienter un petit peu dans cette région, dans ces diverses régions, la dernière région de la doxa intellectuelle s'incarne dans la revue qui est plus confidentielle que les revues précédemment citées, Multitude, et à travers des figures comme celle de Tony Negri, fondée donc de Antonio Negri, dit Tony Negri, donc philosophe qui est un petit peu l'icône ou l'idole de cette gauche radicale qui a émergé un petit peu avec le mouvement altermondialiste. Vous voyez que la revue Multitude apparaît en 2000. C'est une revue qui a été fondée par Rian Moulier-Boutan, le fils de Pierre Boutan, qui n'était pas vraiment un homme de gauche puisqu'il était maurassien, mais bon, là on voit que les chiens peuvent faire des chats. Et cette revue Multitude, donc, qui est une revue qui existe encore, elle s'inscrit dans la tradition d'un gauchisme critique radical, à la fois intellectualisant et esthétisant. Louis Pinto écrit à ce sujet, porté à concevoir l'humanité et le monde social comme l'incarnation de pures idées, ces intellectuels téméraires, qui se font une spécialité de la critique de toute chose, sauf des limites de leur point de vue sur les choses, sont les victimes de l'illusion qui consiste à prendre des transgressions sur le papier pour des ruptures dans l'histoire mondiale. Expression que je trouve tout à fait excellente. Occupant des positions intellectuelles temporellement dominées dans l'université ou dans ses marges, au sein de petites revues à prétention radicale, mêlant philosophie, art, expérimentation sociale, polémiques intellectuelles, paroles du peuple, ils inventent ainsi un genre singulier, variante originale, rebelle, artiste de la doxa intellectuelle. L'histoire de cette population a été marquée par une double lutte et un double travail de distinction. Contre le conformisme et l'autoritarisme de la bourgeoisie, d'une part, et aussi contre la platitude, la rigidité intellectuelle des représentants institutionnels et idéologiques officiels des mouvements de gauche. Et en premier lieu, le Parti communiste. Ces mouvements étant empreints de marxisme officiel et dogmatique. Il s'agissait donc, sous couvert de radicalité, finalement, de dépasser le marxisme par la gauche. Le sociologue note que ce mouvement a des affinités profondes avec le postmodernisme, une sorte de variante chic du gauchisme qui est marquée par des discours sur les systèmes de pouvoir ou la société de contrôle, discours
qui sont caractérisés par une hyper-intellectualisation du monde social, et aussi paradoxalement par un rejet de la sociologie. La sociologie, par exemple, d'inspiration bourdieusienne, qui est considérée comme trop positiviste, trop rationaliste, comme relevant des vieux schémas. Je rappelle à ce sujet, j'en avais parlé lors de la première séance, que dans le chapitre 5 de son livre La théorie souveraine, l'un de ses livres les plus ambitieux et les plus importants, qui concerne donc la relation qu'ont entretenue les philosophes à la sociologie de son émergence à la fin du XIXe siècle jusqu'à la fin des années 1970, Pinto avait déjà montré comment ce discours politique radical chic, ce discours politique et intellectuel, radical chic, avait été pour les philosophes en vue à l'époque une sorte d'échappatoire pour ne pas se confronter à la sociologie. Michel Foucault, par exemple, ne parle jamais de Bourdieu. Et aussi, donc, un échappatoire pour ne pas se confronter à la sociologie et surtout pour ne pas abdiquer leur position dominante, souveraine et souverainement lucide de philosophes face au monde social, sans jamais avoir à se préoccuper de terrain ou d'enquête empirique. Ces trois pôles, donc la région de droite, la région du centre et la région de gauche, ces trois pôles qui semblent s'opposer politiquement, et en fait surtout le pôle de gauche radicale par rapport aux deux autres, partagent donc, si on voulait jargonner un petit peu, un impensé doxique, c'est-à-dire un socle de représentation et de croyances non remise en cause, un impensé qui relève d'une doxa, c'est-à-dire une vision mythologique du temps historique et des modèles d'excellence qui est fondée sur l'opposition magique et symptomatique aussi de la pression exercée par le journalisme sur l'ensemble du champ intellectuel et des producteurs culturels depuis une quarantaine d'années. Donc sur l'opposition magique entre l'ancien et le nouveau. Alors je vais y revenir justement à cette opposition. Dans la deuxième partie de son livre, donc après nous avoir montré comment s'orienter dans la doxa intellectuelle et après avoir identifié les trois régions principales dont j'ai parlé, Louis Pinto aborde le thème de l'histoire et la façon dont la dite doxa nous raconte l'histoire et peut-être aussi nous raconte des histoires, voire se raconte des histoires. Ouvrant son chapitre sur deux rapports d'experts emblématiques, donc le rapport de la commission Attali pour la libération de la croissance française de 2008 et plus ancien, le rapport d'Alain Minck de 1994 sur la France de l'an 2000, le sociologue note une dimension caractéristique du discours de la doxa, celui de la réforme nécessaire qui ne peut plus attendre et qui va demander du courage. Ce discours fondé essentiellement sur l'opposition entre la raison des experts et les passions des groupes les moins éclairés sert de slogan pour marquer l'urgence du changement. Le présent est ainsi vécu sur le mode, là encore journalistique, de l'urgence et du nouveau. Alors il écrit à ce propos, la rhétorique intellectuelle doit nombre de ses traits à ses conditions de production dans un espace situé à l'intersection de l'univers des décideurs, donc politique et économique, et de celui des intellectuels. Au premier univers est emprunté le langage de l'action. Il s'agit, face au défi d'une époque de mutation, de manifester sa lucidité, son courage, de refuser les recettes anciennes qui, on le voit bien, s'avèrent inefficaces, de communiquer l'enthousiasme pour les tâches immenses imparties à notre temps. Au second univers est emprunté le langage de la rigueur théorique. La lassitude envers les dogmes, la vulgate, le prêt-à-penser, demande à être convertie, aussitôt formulée, en exigence de prendre à bras-le-corps tous ces concepts négligés, ignorés, délaissés par les modes intellectuels en vue de les repenser ou de les refonder. Et entre les notions aussi amples et impressionnantes que la démocratie, le sujet, le politique, la bioéthique, il y a beaucoup de travail pour qui n'a pas peur du nouveau. Il s'agit donc, contre les illusions d'un État-providence tout-puissant devenu une machine à indemniser, de réintroduire l'individu. Thème très important, j'en reparlerai.
de réintroduire le risque en créant les conditions d'un marché affranchi des entraves léguées par l'histoire. Cette révolution conservatrice qui se donne des airs d'innovation repose sur deux idées. Premièrement, la disqualification symétrique et la mise en parallèle du national-conservatisme, donc de droite, et du centralisme léniniste ou stalinien, donc du collectivisme, au profit d'une synthèse nouvelle, d'une part. Donc. Et deuxièmement, l'opposition démocratie-totalitarisme comme summa divisio, on pourrait dire, distinction ultime de la pensée politique. Donc les choses sont simples. D'un côté, le débat et le droit de vote. D'un autre côté, la terreur, les camps, la discipline. Ce présent dans l'urgence est donc tributaire d'une vision du passé qui ne dit pas son nom et dont le sociologue rappelle les grandes lignes. Ce topos, donc démocratie versus totalitarisme, se trouve notamment anobli philosophiquement par le thème du désenchantement du monde, qui est emprunté au sociologue Max Weber et qui donne le titre d'un livre célèbre en 1985 du philosophe Marcel Gauchet. Donc Marcel Gauchet, cofondateur de la revue Le Débat avec Pierre Nora en 1980. Le désenchantement, écrit Pinto, est présenté en partie comme une épreuve douloureuse, mort de Dieu, crépuscule des idoles, et en partie comme une forme de maturité acquise à travers les expériences tragiques du totalitarisme. Antidote à l'excès et aux excès de croyance, il permet de faire face à des illusions telles que, en vrac, la démesure de la raison, la faillite des Lumières, l'utopisme rationalisateur, la planification, la technique, la science, la sociologie. On pourrait penser que cette vision de l'histoire constitue une ligne de fracture entre la droite, du côté du nouveau, de l'innovation, du risque, du libéralisme, et la gauche, qui serait du côté de l'État-providence à l'ancienne. Mais en fait, ce clivage apparaît aussi, et peut-être surtout, à l'intérieur même de la gauche, entre ce que Denis Oliven, cité par Pinto, appelait dans un article de la revue Le Débat de 2005 sur les deux gauches, d'un côté la néo-gauche et de l'autre l'archéo-gauche. Vous voyez toujours l'opposition entre le nouveau et l'ancien. Le nouveau étant toujours du côté du bien et l'ancien du côté du mal. L'archaïque. Donc la première, la néo-gauche, ayant précisément tiré les leçons de l'histoire que la seconde s'obstine à refuser. Donc, rappelez en deux mots qui est Denis Oliven. Denis Oliven est catalogué comme un patron de gauche, normalien, agrégé de lettres, énarque, qui a eu des responsabilités, comme vous le voyez, de hautes responsabilités dans de très nombreuses entreprises, et donc qui est l'une des incarnations de cette gauche patronale moderne qui écrit dans la revue Le Débat, justement. Et cette opposition entre une gauche moderne, ouverte, et une gauche rigide ou archaïque implique, nous dit le sociologue, tout un imaginaire social, et pourrait-on dire même une axiologie sociale, c'est-à-dire une théorie des valeurs, une vision du bien et du mal. Le discours sur l'archaïsme, écrit Pinto, transfigure une opposition sociale en opposition éthique. L'homme de gauche archaïque est un petit bourgeois à la fois ignorant des réalités modernes, leurré par des faux-semblants, borné, crispé sur ses acquis, craintif, conservateur et plein de ressentiment envers la réussite des autres, patron dynamique, intellectuel médiatique. On peut lui opposer soit le bourgeois nouveau affranchi des préjugés et des frontières, donc type Denis Oliven, soit le prolétaire nouveau qui se bricole des identités plurielles dans le travail et dans les marges du hors-travail. Alors, justement, c'est intéressant. Je voudrais insister sur le parallèle que fait Pinto dans ce passage entre le bourgeois nouveau et le prolétaire nouveau. Le sociologue a montré en effet dans les pages qui précèdent certaines analogies troublantes entre la région du centre et la région radicale dans la géographie de la doxa que j'ai brièvement décrite pour commencer. L'un des apports, à mon avis, décisifs d'un livre comme Le Café du commerce des penseurs consiste à montrer qu'une certaine gauche radicale chic, qui se veut intelligente,
reformule à sa façon et dans son langage propre la doxa qu'elle partage au fond avec les deux autres régions. Le manager post-bourgeois de centre-gauche d'Alain Touraine et le prolétaire post-prolétaire d'Antonio Negri font système. Tous deux évoluent dans un monde complexe où tout fonctionne en réseau, où il faut s'adapter, inventer, créer, que ce soit de nouveaux produits ou de nouvelles formes de lutte, et finalement dans un monde où on ne peut plus faire comme avant. Et on retrouve le mantra constant de la nouveauté, l'opposition entre l'avant et l'après. Et vous noterez au passage que cette dichotomie fétichisée entre l'ancien et le nouveau, qui est selon Pinto au fondement de la doxa intellectuelle, ainsi que cette obsession typiquement journalistique du « plus rien ne sera jamais comme avant », elle est réapparue avec force au moment de la pandémie de Covid-19, avec l'idée du monde d'après, justement. La critique de ce discours de gauche radicale, à la fois esthétisant et intelligent, entre guillemets, mais au fond totalement irréaliste et hors sol, semble être l'une des constantes du travail de Pinto. J'aurai l'occasion d'y revenir dans ce qui suit. Alors, si l'on en reste à la région de centre-gauche de la doxa intellectuelle, la contribution des intellectuels au problème de ce qu'on appelle la crise de l'État-providence consiste souvent, nous dit le sociologue, à procurer une expression théorique acceptable et si possible ambitieuse à un ensemble de mesures très concrètes touchant le marché du travail ou les différentes formes d'assurance. En premier lieu, l'assurance chômage, mesure envisagée comme inéluctable par les décideurs et les experts. Et là aussi, on retrouve une sorte de bergsonisme social. Pinto n'emploie pas l'expression, et de moi, et je pense ne pas trop m'avancer en disant qu'il ne la désavouerait pas. Alors pourquoi je parle de bergsonisme social, donc en référence au philosophe Henri Bergson? Parce que d'un côté, finalement, on a ce qui est clos, rigide, statique, mécanique, et de l'autre, ce qui est ouvert, souple, dynamique, vivant. Cette opposition structure la philosophie de Bergson, et finalement, nous dit Louis Pinto, elle structure aussi la vision du monde de ces intellectuels. L'un des schèmes, écrit le sociologue, de mise en forme est fondé sur l'opposition entre ce qui est ouvert et vivant, comme le dialogue, le débat, la négociation, la démocratie, et ce qui est fermé, comme les lois, les règlements et l'égalité mécanique. Le sociologue cite à ce sujet deux passages du livre de Pierre Rosanvallon, La nouvelle question sociale, repenser l'État-providence. Pierre Rosanvallon est donc professeur honoraire au Collège de France, membre du club d'influence Le Siècle, et cofondateur en 1982 avec François Furet, communiste repenti, de la Fondation Saint-Simon, un think tank dont je n'ai pas parlé, mais qui, vous voyez que dans les années 1980, il y a de nombreux think tanks qui apparaissent, qui allaient jouer un rôle central dans la conversion de la gauche de gouvernement au libéralisme à partir de l'année suivante, 1983. Alors, Rosanvallon nous dit « Une pratique argumentée et publiquement discutée de la justice doit se substituer à une vision étroitement juridique de l'égalité des droits ou à une conception purement mécanique de la redistribution. » Autre extrait, « L'État-providence classique a toujours procédé par des mesures globales. Il s'agit aujourd'hui de s'appuyer sur ce que j'appellerais un réformisme de l'individu, réformisme adapté à la pluralité des situations dans lesquelles se trouvent les acteurs, visant à les doter des moyens adéquats d'action et de défense. » D'un côté, donc, le mauvais, le juridisme étroit, la redistribution mécanique, les mesures globales. De l'autre, le bon, l'argumentation, la discussion publique, l'individu, l'adaptation à la pluralité. Donc, inutile de dire contre les deux, le choix est vite fait. Alors que dans le chapitre 1 de son livre, Louis Pinto proposait une géographie de la doxa et que dans le chapitre 2, il s'attachait à la conception de l'histoire que développe celle-ci, fondée, on l'a vu, sur la distinction magique et fétichisée entre l'avant et l'après, liée à des défis, à des mutations inédites et incommensurables. Le chapitre 3, qui s'intitule « De la doxa à la pensée », va analyser un certain nombre de figures proprement
intellectuels, de discours théoriques, pourvus apparemment d'une relative autonomie, pour montrer qu'ils procèdent en fait eux aussi de la doxa. Tout le nouveau paradigme intellectuel qui s'est constitué récemment sur le risque et sur la société du risque, par exemple, voire Ulrich Beck, mais aussi Jean-Pierre Dupuy, François Ewald, Bruno Latour ou Edgar Morin, eh bien tout ce paradigme, toute cette thématique du risque qui a envahi une partie des productions intellectuelles depuis 30 ans, procède d'une philosophie sociale d'inspiration entrepreneuriale et managériale qui est hostile aux sciences sociales, qu'elle tente de dépasser par une nouvelle anthropologie, justement, où l'existence humaine est assimilée à une suite de défis et d'opportunités permettant d'évaluer la capacité à anticiper ou la réactivité. Vous voyez, j'illustre ça par une image du film Mission Impossible 6, donc la valorisation du risque. Je ne vais pas insister sur ce thème du risque, je le cite au passage, mais je voudrais insister sur un autre thème plus emblématique, peut-être plus important, c'est le thème de l'individu. On a déjà parlé un petit peu avec Pierre Rosanvallon, vous vous souvenez de l'expression le réformisme de l'individu. Alors, il y a eu, dans les années 1980, un retour de l'individu dans le monde des idées, et une déferlante de l'individu et de l'individualisme. Et on peut rappeler d'ailleurs à ce sujet le livre Le collectif et l'individuel, considération durkheimienne, un livre dont j'avais parlé lors de la première séance, livre également publié en 2009, donc la même année que Le Café du commerce des penseurs, et dont toute la première partie est consacrée à une reprise critique de ce thème de l'individu. Alors, ce retour de l'individu, ou ce retour à l'individu, nous dit le sociologue, comment il apparaît? Il ne se fait pas hors sol. En fait, il est tributaire de tout un contexte et de ce qu'il faut bien appeler, sinon un esprit du temps, du moins un air du temps. Pinto écrit à ce sujet: même si le champ intellectuel est doté d'une temporalité spécifique, il est difficile de ne pas remarquer la synchronie de l'ascension philosophique de l'individu et du thème politico-journalistique de la crise de l'État-providence. Autrefois objet de prédilection des attaques contre l'idéologie humaniste et personnaliste, l'individu sujet a bénéficié en une décennie, celle des années 1980, d'une sorte de culte où s'associent des célébrants de toutes origines, partisans de l'herméneutique ou du postmodernisme, dévots ou déconstructeurs, sociologues de l'esprit du temps ou défenseurs du sacré. La littérature donc philosophico-sociologique sur le sujet s'est en effet développée de façon particulièrement intense sur le sujet durant la décennie. Alors le sociologue nous rappelle quelques titres parmi les plus emblématiques de l'essayisme intellectuel. Gilles Lipovetsky, L'ère du vide, essai sur l'individualisme contemporain, 1983. Luc Ferry et Alain Renaud, 68-86, Itinéraire de l'individu, en 1987, donc un livre qui faisait suite au livre qu'ils avaient publié l'année précédente, La pensée 68, ou bien encore d'Alain Renaud tout seul, cette fois-ci, L'ère de l'individu, en 1989. En sciences sociales, on parle de sociologie de l'individu, de la culture des individus, voire Bernard Lahire, de grammaire de l'individu, de l'individu hypermoderne, et cette inflation du discours sur l'individu, elle s'accompagne en sciences sociales du discours sur les mutations. Un concept qu'on entend beaucoup, les mutations, un concept qui est flou et très pratique, puisqu'il est vraiment à l'intersection du journalisme et de la sociologie, peut-être symptomatique d'une sociologie spontanée de journalistes. Une partie des sociologues, auteurs de travaux sur les styles de vie et la famille, ont recours à ce discours de la mutation, un genre, dit Pinto, qui implique une prise de distance appuyée envers la connaissance routinière du cours ordinaire des choses. Il y a toujours cette valorisation de la nouveauté, de l'inédit. Déjà, Pierre Bourdieu, dans les années 1960,
disait avoir forgé le concept de reproduction pour contrer ce concept déjà existant et déjà séduisant, voire hypnotisant de mutation, qui, toujours indexé sur la puissance hypnotisante justement du nouveau, en vient justement à écraser les régularités tendancielles et les inerties relativement stables à l'œuvre dans le monde social. Alors, ce qu'il y a d'intéressant parmi les multiples points que note Pinto, c'est que ce concept d'individu, qui est également lié aussi au retour en force de Tocqueville dans ces mêmes années 1980, apparaît comme un point de ralliement pour les trois régions de la doxa intellectuelle que nous avons identifiées. Aux pages 104-105 de son livre, alors le sociologue se livre nous propose dans un encadré une sorte de montage malicieux, un petit peu dans l'esprit d'un collage situationniste, entre trois citations, sans commentaire, illustrées simplement par le titre suivant: individu, subjectivité, complexité, etc. à l'ère post. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait, j'en ai pas parlé, mais il faudrait parler du rôle des encadrés. Peut-être que je pourrais l'interroger sur ce point dans 5 semaines. Il faudrait parler du rôle des encadrés dans les livres de Pinto, parce que je remarque que dans le Café du commerce des penseurs, pour chaque chapitre, il y a 1 ou 2 encadrés. Et c'est aussi le cas pour ces autres livres, depuis les premiers d'ailleurs. Ces encadrés sont souvent le lieu où s'exprime encore plus que dans le texte proprement dit, dans le dit qui relève du discours sociologique, l'humour satirique du sociologue. Alors, donc, le sociologue, disais-je, nous propose une sorte de montage entre 3 citations sans commentaire sur cette thématique: individu, subjectivité, complexité, etc. à l'ère post. Alors, commençons par Alain Minck, version néolibérale et conseiller pour décideurs et politiques, donc région commentaire. Pour reprendre notre géographie du début, région de droite. Alors, Alain Minck nous dit dans son livre La machine égalitaire, tout ça c'était cité par Pinto, l'égalité ne progresse pas dans ces sociétés émiettées à travers une course sans fin à la ressemblance et à l'identité. Elle correspond au contraire au principe de mobilité. Faute d'une telle fluidité, des ghettos se forment, ghettos de travailleurs intérimaires condamnés à la précarité, ghettos d'actifs en demi-solde, vivant de pige, du travail au noir et d'expédient, ghettos de salariés à temps partiel préposés aux tâches subalternes, et à l'inverse, monde privilégié des salariés à temps complet des grandes entreprises. Donc, Minck déduit de ça: l'égalité exige qu'on puisse passer d'un univers à l'autre, que l'exclusion ne soit jamais définitive, que le demi-solde d'un jour redevienne le salarié privilégié d'un autre jour. Ensuite, vous avez la version centre, un peu le débat esprit, illustré par Lipovetsky, dont je parlais avant, l'ère du vide. Les désirs individualistes nous éclairent aujourd'hui davantage que les intérêts de classe. La privatisation est plus révélatrice que les rapports de production. Vous voyez, toujours contre le marxisme. L'hédonisme et le psychologisme sont plus prégnants que les programmes et formes d'action collectives, du style nouveau, lutte antinucléaire, mouvements régionaux, etc. Le concept de narcissisme a pour objectif de faire écho à cette culmination de la sphère privée. La culture postmoderne est décentrée et hétéroclite, matérialiste et psy, porno et discrète, novatrice et rétro, consommatrice et écologiste, sophistiquée et spontanée, spectaculaire et créative. Et enfin, dernier exemple, la version radicale de gauche, qui est illustrée cette fois-ci non par Negri ou par la revue Multitude, mais par Félix Guattari, psychanalyste, philosophe du désir et compagnon d'écriture de Gilles Deleuze. Guattari nous dit: oui, je crois qu'il existe un peuple multiple, et on retrouve aussi l'idée de la multitude. Negri pourrait dire ça. Oui, je crois qu'il existe un peuple multiple, un peuple de mutants, un peuple de potentialités qui apparaît et disparaît, s'incarne en faits sociaux, en faits littéraires, en faits musicaux. Il est courant qu'on m'accuse d'être exagérément, bêtement, stupidement optimiste, de ne pas voir la misère des peuples. Je peux la voir, mais je ne sais pas. Peut-être suis-je délirant, donc on appréciera ce moment de lucidité qui semble innocenter cependant l'auteur du délire qu'il s'attribue ou fait semblant de s'attribuer pour mieux neutraliser les critiques. Je ne sais pas, donc je reprends, je ne sais pas, peut-être suis-je délirant, mais je pense que nous sommes dans une période de productivité, de prolifération, de création, de révolution absolument fabuleuse du point de vue de cette émergence d'un peuple.
C'est ça la révolution moléculaire. Ce n'est pas un mot d'ordre, un programme. C'est quelque chose que je sens et que je vis dans des rencontres, dans des institutions, dans des affects et aussi à travers quelques réflexions. La mise en parallèle et le télescopage de ces trois extraits est quelque chose de tout à fait frappant, puisqu'on se rend effectivement bien compte, et il n'y a pas besoin de commentaires, une fois qu'on a lu les pages du livre de Pinto qui précède, on se rend effectivement bien compte qu'il partage, par-delà les divergences politiques apparentes, une sorte d'imaginaire social commun, de socle commun lié à l'ère du temps, qui définit précisément une doxa, c'est-à-dire un ensemble de croyances, de présupposés et de représentations non identifiées comme telles, inconscientes, qui orientent un discours. Le point commun à ces trois extraits est en effet cette idée d'un monde marqué par la mobilité, la complexité, la fluidité, et bien évidemment l'individu, mesure de toute chose. L'égalité est synonyme d'ouverture au risque pour tous, et à la mobilité, et non, comme on aurait pu s'y attendre, d'une amélioration des conditions de vie, dans le texte d'Alain Minck. Les explications rigides et mécaniques en termes de collectif et de classe sociale sont inopérantes pour comprendre des sociétés occidentales complexes façonnées, nous dit Ig Povetsky, par les désirs individualistes. Enfin, dans le troisième texte, le peuple est multiple, éclaté, et la révolution ne saurait se réduire à un mot d'ordre, à un programme, qui sont par définition collectifs, donc rigides, qui sentent le PCF. Mais la révolution sera moléculaire, sera traversée d'affects, de potentialités. Ça, c'est la version Guattari. Et là encore, comme j'y insistais auparavant, Pinto montre comment la version politique du discours de gauche radical et postmoderne est en fait, sous ses dehors contestataires, parfaitement en phase avec la doxa individualiste et avec l'ère du temps. Cette alliance inconsciente entre un discours conservateur, un discours réformateur, type Nouvelle Gauche, et un discours progressiste, d'apparence radicale, qui communique dans le même point aveugle de la doxa, se retrouve, nous dit Pinto, dans les discours sur l'impérialisme de la sociologie, qui ont fleuri depuis 3 décennies, discours parallèles au renouveau de la philosophie politique, qui prétend penser les questions de la cité et du bien commun. La sociologie à l'ancienne serait incapable de penser, c'est bien connu, un monde nouveau, complexe, ouvert, imprévisible, etc., etc. Par rapport aux années 60, nous dit Alain Renaud, par exemple, dans le magazine littéraire, donc toutes les citations que je vous donne sont tirées du livre de Louis Pinto. Par rapport aux années 60, une certaine sociologie a perdu une partie de ses visées impérialistes héritées d'Auguste Comte, le fondateur de la sociologie au XIXe siècle. Plus consciente de ses limites, elle ne prétend plus dire quelles fins nos sociétés doivent poursuivre. Du coup, en se bornant à décrire ou à expliquer le social, elle a libéré un espace pour les disciplines s'attachant à énoncer les normes qui doivent régir les sociétés. Donc ça, c'était Alain Renaud, dans un entretien avec le magazine littéraire consacré au thème du renouveau de la philosophie politique en octobre 1999. On appréciera ici le langage du constat. Une certaine sociologie a perdu une partie de ses visées impérialistes. Mais ce constat n'est étayé par aucun argument, par aucun indicateur. Sur quoi Renaud se fonde-t-il exactement pour dire que la sociologie a eu dans le passé une visée d'ordre impérialiste ? Si elle l'a perdue, cela veut dire nécessairement qu'elle l'a eu à un moment donné. Il s'agit donc bel et bien de ce que Bourdieu appelle une imposition de problématiques, sous les apparences d'un constat, et il n'est peut-être pas indifférent qu'elle émane d'un professeur de philosophie politique conservateur à l'université Paris 4 Sorbonne, auteur d'un livre que j'ai cité auparavant, intitulé « L'ère de l'individu », qui est très hostile à la sociologie critique. Je le sais bien parce que quand j'ai été étudiant, j'ai suivi ses cours, et j'ai effectivement pu entendre ses piques à l'égard de Bourdieu. Bourdieu qui démolait aussi dans son livre « La pensée 68 », coécrit avec Luc Ferry, que j'ai déjà cité auparavant. Bon, quoi qu'il en soit, la chose est entendue et on est toujours sur d'infinies variations autour du thème de l'opposition journalistique fétichisée. On y revient toujours entre l'ancien et le nouveau.
Le monde a changé depuis le surgissement de l'individu, il est devenu complexe, il faut en finir avec un mode de pensée qui ramène tout aux statistiques, à la moyenne, et comme nous le fait remarquer Pierre Rosanvallon, encore lui, qui revient dans les années 1990 sur cet épuisement de la sociologie, sans jamais interroger ni encore moins objectiver son propre point de vue sur son objet. On perçoit bien, donc c'est toujours dans le livre La nouvelle question sociale, on perçoit bien par exemple l'épuisement de la démarche sociologique traditionnelle, qui était méthodologiquement liée à l'exploitation des tableaux croisés de données. Pour saisir le social, il faut aujourd'hui donner congé à l'homme moyen de Quetelet, statisticien belge du 19e siècle, qui est enfin l'un des fondateurs de la science statistique. Il faut donner congé à l'homme moyen de Quetelet et aux faits sociologiques de Durkheim et rendre aux données leurs valeurs individuelles. Donc vous voyez, ça fait penser aussi à l'expression qu'on a vue tout à l'heure dans un autre extrait de ce livre sur le réformisme de l'individu. Là, il fait rendre aux données leurs valeurs individuelles. Mais bon, comment s'y prend-on exactement pour rendre aux données leurs valeurs individuelles ? Rosanvallon ne le précise pas et il serait sans doute assez embarrassé pour le faire. Les statistiques de l'individu semblent compliquées. Les statistiques, par définition, sont collectives. Et alors, par ailleurs, on peut noter que Durkheim n'a jamais utilisé l'expression de fait sociologique. Bon, ça, Pinto ne le dit pas, mais j'en profite pour le dire. Mais qu'il a dit en revanche dans ses règles de la méthode sociologique, il faut considérer les faits sociaux comme des choses indépendamment des individus conscients qui se les représentent. Pour ça, c'est une règle centrale de la sociologie pour Durkheim. Donc, Durkheim n'emploie jamais l'expression de fait sociologique que Rosanvallon met ici entre guillemets et qui cite comme si c'était une expression de Durkheim. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc le souvenir de la lecture de Durkheim, mais l'a-t-il jamais lu ? On peut se poser la question, semble décidément bien lointain pour Rosanvallon. Il n'y a cependant pas que les conservateurs patentés ou les réformateurs de la nouvelle gauche pour s'en prendre à une discipline insolente, menaçante et transgressive comme la sociologie. On retrouve aussi ce discours du côté d'une certaine gauche progressiste radicale, ce qui illustre une fois de plus ce qui me semble être la thèse du livre de Pinto. La doxa intellectuelle est commune au pôle conservateur, au pôle réformateur et au pôle qu'on dira révolutionnaire. Le sociologue prend ainsi l'exemple du philosophe Jacques Rancière, critique de gauche de Bourdieu, et il cite à ce propos un texte de 1984 intitulé « L'éthique de la sociologie », un texte présent dans un collectif intitulé « L'Empire du sociologue » et dirigé par Rancière lui-même avec le collectif Révolte logique. Révolte logique, le nom est déjà à soi seul tout un programme. Pinto intercale ici ses propres commentaires malicieux avec ceux de Rancière sur Bourdieu, rejoint en quelque sorte 30 ans après l'article très drôle publié par Bourdieu en 1975 contre les Althussériens, donc les partisans d'Althusser, de Louis Althusser, donc philosophe qui enseignait Marx à l'école normale supérieure. Et donc en 1975, Bourdieu avait publié dans Les Actes de la recherche en sciences sociales, un des premiers numéros de sa revue, un texte très critique et très drôle contre les Althussériens, dont faisait partie Jacques Rancière à l'époque. Et donc, dans la critique que Pinto va faire de Jacques Rancière, il y a un petit peu aussi cet arrière-plan. Donc, je cite Pinto alors voilà, donc Pinto intercale des phrases de Rancière et en les commentant. Considérons par exemple, dit Jacques Rancière, donc dans le texte que j'ai cité, cette autre évidence commune que les plus riches vont manger dans les restaurants les plus chers. Cette proposition n'a pas besoin, selon Rancière, d'être examinée une seconde. Cette évidence commune demande, dans les enquêtes empiriques de Bourdieu, à être complétée par l'idée que les pratiques de consommation ne sont pas déductibles de la variable de revenu, ou qu'à revenu égal, les choix de restaurants varient. Ce que Bourdieu n'a d'ailleurs pas découvert, mais dont il s'efforce de rendre raison. Mais pourquoi compléter, puisque comme le chantait Mistinguett, c'est facile d'être chic quand on a beaucoup de fric.
Un même ton ironique peut être repris pour ce que Rancière croit être l'analyse par Bourdieu du cas des pauvres. On sait du reste, dit Rancière, que les pauvres font de même, à la mesure de leurs moyens. Bourdieu aurait eu tort de compliquer inutilement les choses. Donc ainsi, là c'est Rancière qui parle, ainsi serions-nous naïfs de croire qu'ils mangent plus simplement parce que leur budget alimentaire est plus serré. Il faut comprendre qu'ils n'aiment pas les chichis. Bref, suggère Rancière, nous dit Pinto, les pauvres n'ont pas besoin d'avoir de goût, c'est toujours ça d'économiser. Ils se contentent de bouffer ce qui est dicté par leur porte-monnaie. Et il conclut de façon un peu désespérée, aura-t-il fallu pendant tant d'années être à l'écoute du peuple dans les documents d'archives pour aboutir à ce constat un peu court et très lointain? Voilà ce que ça donne un philosophe de gauche radical qui critique la sociologie sans l'avoir beaucoup lu. Donc, dans le cas de Jacques Rancière, on est dans une sorte de modèle évangélique dans lequel le peuple parle et le philosophe est à l'écoute dans un dialogue d'une pureté cristalline, comme dit Pinto, et dont chacun consomme selon ses revenus sans se raconter d'histoire. Tout est simple. Pourquoi donc aller chercher des instruments inutilement compliqués que sont la domination et la violence symbolique de Bourdieu, sinon pour permettre aux sociologues de s'arroger le monopole d'une lucidité statutaire? L'analyse de Pinto est intéressante car elle permet de faire le lien entre ce livre sur la doxa intellectuelle et ses analyses sur le cours de philosophie, en particulier sur la figure du professeur de Cagnes que j'avais évoqué lors de la deuxième séance, lorsque je vous ai parlé du livre « La vocation et le métier de philosophe ». L'hypothèse du sociologue est en effet que sous ces dehors subversifs, le penseur de gauche, radical, retrouve sans le vouloir, enfoui de façon indéracinable au fond de son inconscient scolaire de normalien et d'agrégé, la posture socratique immémoriale du professeur de Cagnes. C'est ce qui fait écrire à Louis Pinto « À tant d'arrogance, le philosophe oppose, comme s'il venait de la découvrir dans sa propre expérience, ou qu'il l'avait oubliée, la vieille et inépuisable leçon des maîtres de Cagnes, Alain, Michel Alexandre, Jean Beaufray, sur une discipline censée provoquer étonnement et dépaysement, la torpille de Socrate, et susciter la pensée personnelle. » Pinto cite à titre d'exemple un entretien de Rancière dans Télérama en 2008 à l'occasion de la sortie de son livre « Le spectateur émancipé », un livre sur le théâtre. Et Rancière nous dit « La philosophie est une activité qui déplace les compétences et les frontières. Elle met en question le savoir des gouvernants, des sociologues, des journalistes et tente de traverser ces champs clos, surtout sans jouer les experts. Car ces compétences sont une matière de rejeter ce qu'on dira incompétent, alors que le philosophe cherche justement à mettre en évidence la capacité à penser de chacun. » Vous voyez, le discours typique de prof de philo. Discours socratique, disons, pour aller vite. Donc cet entretien est tiré de Télérama, donc vous pouvez le retrouver sur Internet. Alors, commentaire ironique du sociologue sur ces propos de Jacques Rancière. Le philosophe peut continuer tranquillement à faire le philosophe, pourfendeur de la compétence des autres, pourvu d'une autorité d'essence subtile qu'il déclare non fondée sur la compétence. Cet indiscipliné sait faire du chahut, mais à l'abri bétonné des fortifications de la légitimité intellectuelle et de l'écoute oblative des vrais prolétaires. Rancière, donc, pas plus que Renaud, pas plus que Roson-Vallon et que tant d'autres, n'interrogent leur image de la sociologie dont ils ignorent en général à peu près tout, il faut bien le dire. Par un processus souvent mis en avant par Bourdieu, ils parlent moins en raison de leur rapport non contrôlé à leur objet ou à ce qu'ils croient tel, et de leur absence totale de réflexivité, ils parlent moins de la sociologie finalement que de leur rapport à elle. Arrivant au terme de cette conférence, il me faut vous dire une fois de plus que pour des raisons de temps, j'ai dû laisser de côté à regret des thèmes importants dont traite Louis Pinto dans son livre « Le café du commerce des penseurs », notamment, entre autres, dans la troisième partie, j'ai dû laisser de côté la question de ce que Pinto appelle la contre-réforme intellectuelle et morale, et aussi la question des pensées du retour et des pensées de la mutation, qui sont si caractéristiques des mouvements pendulaires du champ intellectuel. Mon objectif, une fois de plus, est de vous donner envie de lire par vous-même le livre,
en essayant à travers cet exposé et par les larges citations que j'en ai fait, d'en donner une image fidèle à défaut d'être complète. Ce qu'on peut retenir au moment de conclure sur la question de la doxa intellectuelle, cet espéranto dans lequel communique une grande partie, peut-être majoritaire, des différents champs intellectuels, journalistiques, économiques et politiques, ce qu'on peut retenir donc sur la question de la doxa intellectuelle, c'est qu'elle transfigure finalement dans l'ordre du symbolique, à travers des concepts, des débats, des thématiques et des problématiques, elle transfigure l'ordre social lui-même. C'est l'une des idées que met en avant le sociologue lui-même dans la conclusion de son livre. Il écrit « Du fait de sa circulation dans les circuits différenciés de la presse, des revues, des conférences et des best-sellers unanimement salués, les discours de penseurs et d'essayistes tendent à s'imposer comme l'horizon du pensable, revêtu d'une légitimité procurée par les instances auxquelles un vaste public est bien obligé de faire crédit, et que peu de spécialistes ont les moyens de mettre publiquement en question. La doxa intellectuelle est ce qui permet de transfigurer l'ordre social en ordre symbolique, soit par la voie d'une adhésion consentie, plus ou moins instruite, soit par une simple remise de soi, accordée sans plus à des gens que l'on entend souvent, qui paraissent savoir de quoi il en retourne, et qui, à la télévision, parlent bien. En plus de sa fonction en plus de sa fonction critique de mise à distance de la doxa et de ses évidences imposées au nom d'une éthique intellectuelle qui est revendiquée par Pinto de la précision, de la sobriété et de la prudence, c'est ça qui doit nous inciter à critiquer la doxa et à prendre nos distances avec elle. En plus donc de cette fonction critique de mise à distance, l'analyse sociologique revêt aussi une fonction pratique, qu'on pourra dire kantienne ou d'inspiration kantienne. Kant, dont on oublie parfois qu'il enseignait aussi la géographie et pas seulement la philosophie, posait la question « Que signifie s'orienter dans la pensée ?» dans un petit texte de 1786, dont Pinto cite d'ailleurs, et ce n'est pas par hasard, un extrait en épigraphe du chapitre 1 de son livre, chapitre dont le titre est « Comment s'orienter dans la doxa ?» en clin d'œil donc à Kant. En nous apprenant à nous orienter dans les différentes régions de la doxa intellectuelle qu'il circonscrit pour nous, le sociologue nous délivre sa maxime, inspirée là encore de Kant. Le philosophe allemand, dans les premières lignes d'un autre petit texte bien plus célèbre que le précédent, intitulé « Qu'est-ce que les Lumières ?», notait que l'impératif des Lumières était « ose savoir », en latin « sapere aude », une formule qu'il reprend au poète Horace. Le sociologue semble nous dire en somme « sache où tu mets les pieds ». À quoi et à qui peut bien servir l'analyse de la doxa, nous dit Pinto. Elle répond avant tout à un besoin de s'orienter dans la pensée, vous voyez, on retrouve Kant, dont on rencontre une maxime très simple « sache où tu mets les pieds ». Sache où tu mets les pieds quand tu t'enflammes pour l'individu ou pour le multiculturalisme, quand on te demande d'admettre la fin de l'État-providence, quand tu acquiesces sans plus y penser à une phrase détachée qui te semble inattaquable. C'est-à-dire, regarde comment se distribuent les positions, s'organisent les affinités, les alliances et les retournements d'alliances. Le sociologue nous invite en somme à travers ce livre à, comme disait Bourdieu, donc déjouer les automatismes verbaux et mentaux, un programme qui n'a rien perdu de son actualité. Alors, quelques références bibliographiques, donc pour, si vous voulez approfondir un petit peu la réflexion à la suite de cette conférence. Le livre de Louis Pinto, Le Café du commerce des penseurs, est disponible donc aux éditions du Croquant, dans la collection Savoir Agir. Savoir Agir, c'est aussi le nom d'une revue dans laquelle Louis Pinto écrit souvent des articles, qui est publié par cet éditeur. J'ai parlé aussi du livre Le collectif et l'individuel, dont toute la première partie est consacrée à une reprise critique de l'émergence de la thématique de l'individu dans le discours intellectuel, donc à partir des années 1980. Donc ça, c'est chez Raison d'agir.
Je me permets aussi j'en avais parlé lors de la première séance, de vous conseiller le dernier petit livre de Louis Pinto qui s'appelle tout simplement Sociologie des intellectuels. C'est une petite synthèse de son travail. C'est à la découverte, collection Repères. Et j'en profite également pour citer ce livre que je n'avais pas cité dans aucune des séances précédentes, qui s'appelle Le commerce des idées philosophiques. Ce sont des études de sociologie de la philosophie, et donc là, Pinto, c'est un collectif qu'il a dirigé, également aux éditions du Croquant, et qui est également paru en 2009. Donc je vous remercie de votre fidélité. Je vous rappelle que l'Université populaire d'Issy-les-Moulineaux, l'UPIM, est présente sur Facebook. Nous avons une page Facebook. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir des informations autour de l'UPIM. Vous pouvez retrouver les vidéos de toutes les conférences ainsi que des vidéos liées à mon actualité éditoriale sur ma chaîne YouTube Henri de Montvallier. Et donc nous nous revoyons dans 5 semaines pour la dernière séance de l'année qui sera un dialogue avec Louis Pinto qui nous fait l'amitié de venir nous voir. Donc je lui poserai des questions, bien sûr, on fera une reprise des séances précédentes, on lui demandera ce qu'il en a pensé parce que je sais qu'il les regarde. Et puis bien sûr, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez sur la sociologie des intellectuels, la sociologie des philosophes, la sociologie de la philosophie, à quoi ça sert, pourquoi c'est intéressant, je vais vous montrer que ça peut être intéressant. Et voilà, et ça sera la dernière séance, et ça nous permettra de conclure en année. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions suite à cette conférence? Non? Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée, et donc je vous dis, j'espère, à dans 5 semaines, en 2022. Merci à vous, au revoir.